Good afternoon, everybody. We are thrilled to be finally able to announce a very exciting result from the Kilometer Cube Neutrino Telescope, KM3NeT. In 10 minutes' time, at 5 p.m., we will reveal our remarkable signal from the cosmos detected by KM3NeT. At the same time, the results will be published online by Nature and featured on their cover. I'm Pascal Coyle, Director of Research from the Centre de Physique des Particules de Marseille, and I was spokesperson at the time of this observation. I'm here at the CNRS headquarters in Paris. With me is Miles Lindsay Clark, the technical project manager at the same time. In Amsterdam, we have Art Heibauer who will be at the NICEF headquarters, and Rosa Coglioni at the INFN headquarters in Rome. Together, the four of us will try to present you this remarkable result in 5-minute speeches. But first, myself and Miles will present the collaboration and how the telescope works. This is the KM3NeT collaboration. So a warm welcome from everybody. This is an image from our recent collaboration meeting at UC Louvain in Belgium. The results we show were a great collaborative effort. These are the guys and gals that did all the work. In more detail, this is a map of our collaboration. We're now over 350 scientists from 21 countries and 68 institutes. KM3NeT has many science topics it can address. The principal topic is the exploration of the neutrino universe. The other important topic, we collect so many neutrinos that we can really study the fundamental properties of the neutrino itself. The telescope, as you will see, is located deep at the bottom of the sea and also gives a fantastic opportunity for synergetic science with marine scientists who essentially we offer them an electric plug, an Ethernet connection, and they can connect whatever equipment they want to study the deep sea. The image that you see here is from the Batibot camera deployed on the Orca detector, where we have a real-time camera monitoring the deep sea. So, what are neutrinos? So neutrinos are one of the building blocks of matter, very fundamental particle. We have 3 types of neutrinos: the neutrino electron, the neutrino muon, and the neutrino tau. The neutrinos are very light, have a very light mass. For a long time, we thought the mass was 0. The mass we now know is very, very small, but too small that we haven't actually managed to measure it yet. And we don't know yet which of the 3 neutrinos are the heaviest or the lightest. Because they're so light, they do travel at the speed of light. The neutrinos, very importantly, only interact through the weak interaction. So this means they're very, very hard to catch. In fact, we call them ghost particles quite often when we're talking about them. They can travel through walls, all the way through the Earth, and they can travel all the way from the edge of the universe without being absorbed. In fact, neutrinos are the closest thing to nothing we can imagine, but they are key to fully understanding the workings of the universe. Our studies with neutrinos are firmly embedded in a new field of astronomy called multi-messenger astronomy, where we try to use other particles different from visible light to understand the extreme universe. So we make use of high energy photons, gamma rays, charged particles, cosmic rays, and of course the neutrinos.
But the neutrinos are extra special. They don't have any charge, so they're not bent by magnetic fields. So when we measure the direction, they point back exactly to where they came from. This is not the case for the cosmic rays, which have a charge. With the neutrinos, we can also see much further in the universe because their interactions are so small, they do not get absorbed by dust or interactions with other particles. This is not the case for the gamma rays, which can interact with dust. So also with the neutrinos, we see really into the heart of the cataclysmic objects we're studying. They don't just come from the surface, they really come from inside. Unfortunately, we can't detect the neutrino itself, but what we can do is when we're lucky and a neutrino does happen to interact with seawater, it makes other particles, and those particles do have charge. And once we have a charged particle, it's very easy to detect the charged particles because they emit a blue Cherenkov radiation, which allows us to find them. So the name of our game is to build the largest telescopes we can build to catch some of these neutrinos. So in KM3NeT, we've built two giant telescopes, ORCA, which is 2.5 kilometers deep offshore from the south of France, and the ARCA telescope, 3.5 kilometers deep and 80 kilometers offshore. This little artistic animation shows the relative scales of the two detectors. The two big blocks are the ARCA detector, optimized for the high energies, and the smaller block is the ORCA detector, optimized for the lower energies. And just to get a feeling for the size of these telescopes, here we've compared them to the size of the Eiffel Tower and the size of the Leaning Tower of Pisa. A very good, so the detector is under construction. It's not finished yet, but nevertheless, we are able to take data with what we have already installed, and you'll see the first results of that today. We hope the construction will be finished before the end of the decade. So the results you see today will have been performed with 10% of our full detector. So now I'll pass the words to Miles, who tell us how we construct such a complex telescope at the bottom of the sea. Thank you, Miles. Thank you, Pascal. Okay, so I'll try to tell you a bit more indeed about how we build our telescope, and for that I prepared a nice video. So I'm just waiting for it to start. Yeah, so we can start the video. Okay, so I'll start first by further illustrating the detection principle of KM3NeT, a bit like Pascal explained. So as an example here, you can see a neutrino traveling towards the Earth from the distant universe. And when these neutrinos interact with matter, they create secondary charged particles like muons. And when these particles travel through water at a speed higher than the speed of light, they create this Cherenkov glow, and that's what we're trying to measure. So KM3NeT consists of a three-dimensional array of optical modules arranged along very tall flexible lines, detection lines, 200 meter high for ORCA, 700 meter high for ARCA. We've deployed so far 57 of these lines on the seabed, but once completed, KM3NeT will comprise more than 300 detection lines, 6,000 optical modules, covering a total volume of more than 1 cubic kilometer, making it one of the largest neutrino telescopes in the world. So at the core of KM3NeT's detection system are the optical modules, as you can see here. Each of them has 31 optical sensors that allow us to read this Cherenkov light. These sensors are assembled in half hemispheres that are designed to withstand the very extreme pressures of the abyss.
We then seal these half hemispheres together. This is an optical module. We test it, we calibrate it. And then the next step is for each detection line to assemble 18 of these optical modules on an electro-optical cable. This is really the backbone of our detection lines. And one really interesting feature of our integration process are these spherical structure you see here, in which we carefully insert each of our optical modules and on which we wind the electro-optical cable I was talking about just before. And as you can see in this nice stop motion video. So once this sphere is completely loaded with our optical module, we attach it to an anchor. That's the big yellow part you see in the bottom. It's meant to keep the DU nice and grounded to the seabed. And then we deploy them on our two sites. So as Pascal said, 40 kilometers offshore Toulon for Orca in France and 80 kilometers offshore Sicily in Italy for Arca. So the lines are then carefully lowered at the depths of the Mediterranean Sea. That's a process that takes typically a couple of hours. It's quite deep, as Pascal said. In parallel, we also deploy these so-called remotely operated underwater vehicles. These are small submarines that we use to perform visual inspections and specific tasks at the bottom of the seabed. And once the detection lines reaches the seabed, as you can see in these nice pictures here, we connect them to our network of submarine cables and onto our junction boxes. And these junction boxes provide power to the line and allows for transmission of the data. So now the very exciting part. So how do we deploy that? We pull on a mechanical trigger, as you will see right now, and this releases completely the spherical structure. And this spherical structure has its own buoyancy, so it floats up and it unfurls completely the line from the bottom to the top, as you can see. So more than 700 meters for Arca, as I said. We then recover this spherical mechanical structure and we just simply build new DUs, new detection lines with them. So then, as you can see here, these are the optical modules in their final configuration, so vertical. We need to keep good track of their position, so we have compasses and we've built an acoustic positioning system developed specifically for KM3net. Once the detection lines are connected, all the data and the power transits through a main electro-optical cable, as you can see here. And this cable is attached to the shore stations. So we have one shore station for the Orca detector. This is the Michel Pacha Institute in south of France. And this is Capo Passero, south of Italy, for the Arca detector. So this is where all the optical fibers arrive. That's also where all the data is very carefully time calibrated with sub-nanosecond accuracy in order to reconstruct the track well. It's also where the power supply, the control, and the monitoring of the infrastructure is performed by the dedicated team. And finally, that's where the data generated by our detector is first checked and then processed by a team dedicated to software calibration and analysis. And they extract all the valuable scientific data from my telescope. So finally, it's important to highlight that we need a lot of people to build this huge detector. There's 30 integration sites involved in the construction of it. And that building such a large and complex telescope requires tremendous efforts and a great collaborative spirit. So now that you know a bit more about KM3net, it's time to unveil our discovery. So I leave the floor to Art Heichbauer, who was the science and software manager at the time of the discovery. So Art, can you hear us from Amsterdam? I can hear you. Yes, I hope you hear me too. Welcome everybody from Amsterdam. Greetings. We cannot hear you, Art. Okay. At least from Paris? Yes, I can. Okay. I keep talking. We can hear you, Art. Let's go. Okay, you can hear me. I start again. Greetings from Amsterdam. After these two beautiful introductions, it's my honor to announce that at this moment, or actually a few minutes ago, we are publishing in Nature the following article. I tried to switch the slides on my side, but that is not happening. Thank you. So in this paper, we report on the detection of a single elementary particle, a neutrino, and it is the neutrino with the highest energy ever detected in any observatory or experiment. Next slide, please. The energy of the neutrino is in the range above 100 peta-electron volt, a factor 30 larger than the highest energy neutrino detected so far.
As such, this observation forms the start of exploring a new regime of energy for the highest energy cosmic accelerators in the universe. In my talk, I will briefly summarize the experimental result. What did we see? And then my colleague Rosa in Rome will discuss what we can say about the potential sources of this event. So next slide, please play the movie. In the middle of the night of February 13, 2023, the KM3Net ARCA detector detected the event that will be displayed here. What you see here is the detector, 21 detection lines, Eiffel Tower for scale, and the particle coming in from the right. And this computer program draws a colorful cone each time one of our sensors has detected a bit of light. In this movie, this has been slowed down by a factor 10 million. In the reality, this lasts only a couple of microseconds. And what we observed is a very distinct pattern of light that is characteristic for a charged particle traversing our detector. This particle is a muon, a heavier version of the electron, which is moving here at the speed of light. And the trajectory that was shown is reconstructed from all the observation times of the light on our sensors. Next slide, please. To give you an idea of the precision with which we do that, this is a plot from the paper, a little bit technical maybe, but here we compare the arrival time of the light on our sensors with the time when we would expect it given where we think the particle was. And what you can see in this histogram is that those two agree typically to a level of a couple of nanoseconds. And this is the case all through the detector. So at hundreds of meters away, on all the various detection lines of the detector, we see that the arrival time of the light agrees with the expectation from this flying particle to a precision of a couple of nanoseconds. Some photons arrive later. We also understand that. Sometimes the light scatters around in the water before reaching the detector. A prerequisite for such extreme precision is that we calibrate first the detector. For example, all the lines are moving with the sea currents, so we have an acoustic system to know with 10 centimeter accuracy exactly where each of our optical modules is at a given time. The conclusion here is that we can be extremely confident that we have seen a muon traversing the detector, and from the nanosecond precision timing, we can actually accurately reconstruct the direction very accurately. It turns out that the direction is that it is almost completely horizontal. And this is one of the things that makes this observation special. The fact that we have a muon is not so special. We have in 1 year 110 million muons, but those are all downgoing. Those are made in the upper atmosphere, and they are not so interesting. But when we see a horizontal muon, it is interesting because muons can travel for some range through water, but not, as would be needed in this case, to 140 kilometers of water and rock. The only particles that can traverse those amounts of matter are in fact neutrinos. So purely from the direction of the muon, we can infer that there must have been a neutrino. Now, the other thing that makes our observation extremely special is the fact that this muon was extremely bright. So we just saw it on many, many sensors in our detector. Yeah, thank you. In fact, we saw it on roughly 1/3 of the sensors in the detector. To be precise, 3,672 sensors have seen this light. Please go back one slide. Yeah. And this is the number that we used to measure the energy of the detector. So what we do is very simple. We compare the number of sensors that have seen light, which is the dashed line over there, to simulations. And so what we see is that we have to simulate muons of 100 peta-electron volt, 100 PeV, in order to produce such amount of light in our detector. So the energy of this muon is in this range, 100 PeV, and doing then a proper statistical measurement, also taking into account the uncertainty, for example, on the water properties, we arrive at the measurement for the muon of 120 peta-electron volt PeV, plus or minus roughly a factor 2. So to put that a bit in context for the non-particle physicists,
the highest energy accelerator that we have on Earth, the LHC accelerator at CERN, accelerates protons up to roughly 1% of 1 PeV. So that is a factor 10,000 less than this muon that we have observed here. And that's the muon. Of the neutrino, we can actually not say too much, except that it must have had an even higher energy. It can have interacted close to the detector or far away. But with some quite generic assumptions on the neutrino spectrum, we actually make an estimate that the neutrino energy has been 220 peta-electron volt, but with quite large error margins, as you can see. Yes. So in the paper, we compare the energy and this event to existing measurements of cosmic neutrinos. And so that is shown in this plot, which is also quite technical. On the y-axis, you see the flux. That is basically just the intensity, how many neutrinos fly by per second. And on the x-axis is the energy on a logarithmic scale. The data points on the left here are the previous measurements by the IceCube experiment. And our measurement is the blue data point on the right. So this indicates the energy range that I have just explained to you, but we also try to estimate how the intensity of neutrinos that this corresponds to. But since we have only one event, this has a huge error bar there, as you can see. What is very clear is that this is the first data point in a completely new energy range on the right of the plot, where there was nothing before. The previous highest energy neutrino ever observed is the red cross over there with the arrow pointing to it. It's at 6 PeV by the IceCube experiment, and we are a factor 30 above this. So what we have learned is that there are things in the cosmos that produce neutrinos of these extreme energies. The exact origin is still a matter of speculation, but I leave to my colleague Rosa to discuss some of the ideas of what it could be. Thank you very much. So as Pascal briefly mentioned, I don't see the slides. The high energy neutrino can be produced by several kinds of sources, in particular from galaxies with dense core or in the star environments. Here are listed some of the several kinds of sources that can produce neutrinos, and between them the active galactic nuclei, which are very luminous galaxies with a dense core, are actually the most promising ones. But we have another mechanism that can produce neutrino by energy. It's the cosmogenic mechanism. In the high energy cosmic rays, and in particular protons with very high energy, can interact with the photons in the intergalactic cosmic background, in particular with the cosmic microwave background, and can produce neutrino. These neutrinos arrive at Earth, in this case, as a diffuse flux, so without a privileged direction. And this is the most, let's say, one of the possible origin of our event. So this is the same plot that has been shown by Art a few minutes ago, when there are superimposed some prediction from models and the projection at high energy of the IceCube data. The gray band is the model prediction for cosmogenic neutrinos, while the vanilla one are that one for the diffuse flux produced by extragalactic source populations. In our point, together with within the uncertainties, is compatible with both of them. And if we look the projection at high energy of IceCube, in this case the compatibility is poor, and this suggests that the event may have originated in a different cosmic accelerator than the lower energy neutrinos. We looked at the direction of this neutrino, from it come from.
and is reported in this map. This is a map in galactic coordinate of high energy photons. So how we see our sky when we look high energy photons. And this is the map from the Fermi-LAT collaboration. And in the center of this reference system, we have the center of our galaxy, the Milky Way, and the equatorial plane we see the galactic, the Milky Way plane. Our point is located in the right of this map, 10 degrees below the galactic plane, and is reported here. So to go more in detail, we look at in the same direction of the event in an area in a zone of 3 degrees. 3 degrees. 3 degrees is our uncertainties in the pointing of the event. And we looked for intense and galactic sources. We didn't find any source on this area. We did the same work looking at outside our galaxies, and we have found 12 sources. They are all blazars. Blazars are a subset, let's say, of a particular kind of active galactic nuclei. But unfortunately, we have very poor correlation. No correlation was found with any of these sources. So we not claim that there is a correlation with a particular source in this case. These results, the collaboration today has also published several, what we call companion papers, several other papers on archive, where some of the results that are presented in the Nature paper are reported with more details. So, to conclude, we think that this discovery is a milestone in neutrino astronomy. This event is an event with the most energetic event detected so far, neutrino. This is 30 times higher than the highest neutrino energy detected so far, and it is the first in an explored region of great interest, in a region where neutrino are predicted but have never been seen. So, with the possible origin, as I said, are from cosmic accelerator, cosmogenic neutrino, but we cannot have firm conclusion. But we are sure that deploying more and more DU in the next year, we will have more and more data, and also the detector will increase in sensitivity. So more firm conclusion will come, may come, and soon we will improve also the pointing of our detector, and we will have a more precise determination of the position of this event. So from my side, it's okay. We are proud to be here, to share with you all these results, and we hope to have other occasion, maybe. So I give again the word to Pascal. We would really like to thank all our major funding agencies that have contributed to the construction costs for building the telescope. These include Italy, France, the Netherlands, Spain, and Slovakia. In particular, for the locations where the sites are located, Italy and France, we've really had tremendous benefit from local and regional funding. And again, we really appreciate and thank you for your confidence and support. We also would like to thank the European Union, which have continuously supported us all during through all phases of our project, starting in fact, CAME3Net started around 2006 with in the design study phase, supported by Europe. Then we had preparatory phase. We're now kind of in the implementation phase with InfraDev support.
So it's really, the European Union has really been instrumental in making KM3Net happen and making these exciting results you've heard today. We would also like to thank all our many industrial suppliers. It's really not very easy to build such a big telescope in the deep sea, and we rely very much on a lot of high-tech companies around Europe and the world. And in many cases, we've had to develop bespoke solutions for us to be able to do what we can. So thanks again for everybody on this slide. I will now call the international part of this special day for KM3Net finished. And don't forget that you can follow the national events. If your favorite language is Dutch, French, or Italian, you can continue on those YouTube channels. The English channel will now stop. And while the transition is happening, we'll like to leave you with a little video, short video, which just kind of summarizes everything you heard today. So thank you, everybody, and we're done. Thank you. The universe is the stage for mysterious and violent phenomena, cataclysmic events, in which streams of particles, called cosmic rays, are created and then travel across the vast expanses of space. Cosmic rays are high-energy charged and neutral particles, including photons and neutrinos that reach the Earth from space. Neutrinos of extremely high energies can also be produced in the interactions of very energetic protons with the photons of the cosmic microwave background radiation that permeates the universe since its dawn. Neutrinos are elementary particles without electric charge, and so are not deflected by cosmic magnetic fields. As they are very light, they travel nearly at the speed of light. Due to their very weak interaction with matter, they are extraordinary messengers that carry with them valuable information from the heart of the most powerful cosmic accelerators and about the distant universe. On the 13th of February 2023, a very high-energy neutrino from the farthest reaches of the cosmos crossed the Earth's atmosphere and plunged into the Mediterranean Sea. Here, at a depth of 3,500 meters off the coast of Sicily, there is the KM3Net ARCA Observatory, a gigantic network of high-tech eyes. In the darkness of the abyss, it searches for the faint bluish light emitted by the particles produced by neutrino interactions. This is what happened to our neutrino when KM3Net detected its signal. The signal of the most energetic elementary particle ever observed. From the depths of the Mediterranean Sea, KM3Net continues its mission to explore the depths of the cosmos. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, je suis très heureux d'être ici avec vous, en France, en Italie, aux Pays-Bas et partout dans le monde. C'est une joie et c'est une fierté d'être ici au siège du CNRS par l'occasion de cet événement qui est un événement scientifique vraiment marquant, qui est l'annonce de la détection de ce neutrino qui a une très très grande énergie. C'est une joie et c'est une fierté car on voit les résultats qui sont des résultats d'efforts qui sont engagés depuis très longtemps. Des résultats qui viendront enrichir mais aussi bousculer les connaissances actuelles dans la compréhension que nous avons de l'univers. Et c'est aussi c'est ce temps long aussi que je veux célébrer ici parmi vous. Je ne vais pas m'appesantir sur l'aspect technique de cette découverte. Je pense que ça a été présenté précédemment et j'en serai
même si j'ai je suis aussi chercheur, mais pas tout à fait dans ce domaine-là, et je serais incapable de l'expliquer avec autant de brio que ça a été fait précédemment. Mais je veux saluer le travail qui a été accompli depuis de longues années et qui a permis de préparer les conditions de cette découverte, parce que ce qu'on voit là, évidemment, c'est le moment de célébration, mais c'est derrière aussi des années, des dizaines d'années de travail des équipes. Ces conditions, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, ce sont des conditions techniques, avec la mise en place d'infrastructures de recherche sous-marine particulièrement complexes, dédiées à la physique des neutrinos dans le cadre du projet. Et puis, c'est aussi un projet qui n'aurait pas pu avoir le jour, une expression qui peut peut-être faire sourire compte tenu des infrastructures situées dans les abysses, mais disons que ça n'aurait pas pu fonctionner sans un effort financier collectif au service de la recherche de pointe. Alors, en France, ce sont les financements des collectivités locales, du ministère, évidemment, à travers le CNRS, les universités, mais aussi l'Union européenne. Et puis en Italie, c'est le soutien public qui a été aussi massif et déterminant. Et je veux remercier, évidemment, les collègues italiens qui se sont mobilisés. Et c'est bien la preuve, j'ai pris la France et l'Italie, mais d'autres pays, évidemment, sont impliqués directement dans la manip. C'est bien la preuve qu'il est possible d'aller chercher ensemble les moyens de réaliser nos ambitions. Et ça montre aussi l'importance de la coopération européenne. Quand on est capable de se mettre ensemble et de travailler ensemble sur des projets comme cela, eh bien, on voit bien qu'on arrive à faire des choses qu'on n'est peut-être pas forcément capable, ou en tout cas en moins grand nombre, qu'on n'aurait pas forcément été capable de faire seul. Et bien, c'est bien ça le charme de la coopération européenne et de la coopération internationale dans le domaine des sciences. C'est aussi une coopération qui est une coopération technique et pluridisciplinaire, qui montre aussi la force du CNRS dans ce domaine-là. Je vais dire quelques mots en anglais maintenant pour les collègues qui seraient pas complètement francophones. I would like to say a few words in English, as we have the privilege today of addressing an international audience, and perhaps even an interstellar one. In any case, these results are proof that cooperation lies at the heart of scientific research. Across the world, the KM3Net project brings together more than 350 scientists from nearly 70 laboratories, including many in France, with a strong involvement of CNRS. The underwater infrastructures that enable this observation are the result of close and long-standing collaboration, particularly with our European partners. For us, Europeans, this is a powerful reminder: when we work together, there are no limits to what we can achieve together. Today, this is clearer than ever as we take yet another step in our exploration of the farthest reaches of the universe and our own origins. I just want to congratulate all the team again, and thank you very much for your very kind invitation, and thank you very much for CNRS for all the work that has been done. Thank you very much. Mesdames et messieurs, chers collègues, après donc cette séance internationale, on vous propose en fait de vous immerger maintenant, de nous immerger dans la déclinaison de ce projet plus spécifiquement dans nos laboratoires français. Et ces laboratoires, donc, il y aura une série de brefs exposés qui vont suivre pour vous montrer donc l'implication des différentes équipes de CNRS nucléaire et particules, de l'IN2P3, mais également des universités et des écoles partenaires qui ont été au premier plan de l'énorme travail qui nous a permis donc d'avoir ce résultat aujourd'hui. Ces laboratoires, ce sont le laboratoire astroparticules et cosmologie à Paris, l'APC, avec l'Université de Paris-Cité, où sont également partie prenante le CNES, le CEA et l'Observatoire de Paris. Le Centre de physique des particules de Marseille, le CPPM, avec Aix-Marseille Université, l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg, avec l'Université de Strasbourg, le laboratoire de physique corpusculaire à Caen, avec l'Université de Caen-Normandie et l'École ingénieure ENSI-Caen, le laboratoire univers particules de Montpellier, avec l'Université de Montpellier, le laboratoire de physique subatomique et technologies associées, Subatec, à Nantes, avec l'Université de Nantes et l'IMT Atlantique. Ces laboratoires s'ajoutent l'infrastructure de recherche, notre centre de calcul, le CCN2P3 à Lyon, et également l'unité d'appui à la recherche, le laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée.
Il y aura des exposés là qui vont suivre. Je vais juste faire un tout petit rappel pour dire que l'IN2P3, on est depuis longtemps un acteur majeur dans l'étude des neutrinos. C'est un axe de recherche qui a mobilisé, qui continue de mobiliser énormément de forces. C'était déjà depuis les années 80, avec des expériences qui ont eu lieu à proximité des réacteurs nucléaires d'EDF, que ce soit au Bugey ou encore à Chaux. Mais il y a eu également des expériences conduites en étudiant des faisceaux de neutrinos au CERN ou encore au Japon. Et ces expériences ont compris de mieux comprendre la nature des neutrinos, même si elle est encore aujourd'hui bien mystérieuse. Alors aujourd'hui, cet effort se poursuit, bien sûr, avec des expériences qui sont en construction ou en cours de finalisation, et dans lesquelles nos laboratoires jouent un rôle primordial, tels que DUNE aux États-Unis, JUNO en Chine ou encore Hyper Kamiokande au Japon, et bien sûr donc KM3net. Quant au détecteur de neutrinos sous-marins, c'est vraiment une expertise qui est unique au monde, je pense que vous l'avez compris, et qui a été développée en Europe, en France, et c'est une expertise qui nous confère une avance vraiment indéniable vers le chemin des découvertes scientifiques. Et il faut absolument, à tout prix, nous préserver cette expertise, ce savoir-faire que nous avons au sein de nos laboratoires. Nous avons été pionniers avec l'expérience Antares, installée en Méditerranée, qui a été opérationnelle de 2008 à 2022, et dont parlera Antoine Kouchner, qui en fut le porte-parole, enfin encore aujourd'hui. Ces exposés suivants donc vous montreront les prouesses en fait, que nos chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, ont su déployer de concert pour le déploiement et l'exploitation de cette infrastructure. Dans un premier temps, avant de passer à ces exposés, je vais laisser la parole au directeur général délégué à la science, Alain Schul. Chers collègues, chers amis, chère Christelle, directrice de l'IN2P3, c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui, pour ce beau moment de science que nous offre la collaboration KM3net. Nous célébrons aujourd'hui une avancée majeure pour l'astronomie des neutrinos, qui ouvre une fenêtre inédite sur l'univers et promet de nous renseigner sur les environnements extrêmes du cosmos. Ce succès, ça a déjà été dit, est le fruit d'une collaboration scientifique internationale qui implique plus de 350 chercheurs et chercheuses issus de 121 pays et qui bénéficie d'un fort soutien de l'Institut national de physique de nucléaire italien, INFN, et de l'Institut national néerlandais de physique subatomique, le NICEF, et bien sûr du CNRS. Avec ses partenaires universitaires, notre organisme joue un rôle central à travers la contribution d'une centaine de personnes issues de 6 laboratoires à la construction de KM3net, son pilotage, on l'a vu aujourd'hui, et à l'analyse de ses résultats. Le CNRS met également à contribution son centre de calcul de Lyon, le CCIN2P3, et héberge la partie française du détecteur au large de Toulon, avec 24 lignes déjà installées et 26 supplémentaires déjà financées, et à terme, 115 lignes prévues à l'horizon 2028. Ce détecteur sous-marin est la seule infrastructure de recherche en physique des particules hébergée en France. Des astroparticules, pardon. La participation du CNRS à l'infrastructure KM3net ne se limite pas à la physique des neutrinos. Le laboratoire sous-marin de Provence-Méditerranée, plateforme nationale du CNRS, adossé au Centre de physique des particules de Marseille et piloté conjointement avec Aix-Marseille Université et l'IFREMER, qui héberge le détecteur, fournit également à la communauté scientifique un large ensemble de capteurs environnementaux de l'ERIC EMSO, comme par exemple le premier robot profond en Europe installé de façon permanente à plus de 2400 mètres de profondeur, le BettyBot. La partie française de KM3net est aussi une formidable infrastructure pour les sciences marines et les études interdisciplinaires, avec CNRS Terre et Univers et l'IFREMER. Cette infrastructure ouvre des perspectives fascinantes en biologie marine, océanographie, fonds marins et géophysique. Si ce projet KM3net conjugue autant d'ambition aujourd'hui, c'est grâce à l'engagement du CNRS, des universités et des écoles partenaires, mais aussi de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil départemental du Var, de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, de la ville de Marseille, de la région Normandie et aussi de nombreux partenaires européens. La détection de ce neutrino d'une énergie exceptionnelle met en lumière KM3net et ses 2 sites ARCA et ORCA. Elle démontre à quel point l'idée d'équiper les fonds marins de détecteurs se relève judicieuse et promet, une fois le détecteur entièrement terminé, un potentiel de découverte phénoménal. Pour conclure, je souhaite aussi remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées dans cette aventure, chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et aussi techniciens. C'est grâce à votre engagement et votre passion et votre persévérance que nous sommes ici aujourd'hui pour mettre en lumière cette avancée. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Mesdames et messieurs, présents et en ligne, chers élus, chers collègues, cher Alain, cher Christelle, cher Jean-Luc, cher Frédéric, qui a dit « La curiosité est un vilain défaut ». Je suppose que personne n'est d'accord aujourd'hui avec cet idiome traduit dans toutes les langues. En anglais, je crois que cela donne « Curiosity killed the cat ». La découverte scientifique majeure qui nous est présentée aujourd'hui est une étape cruciale pour la curiosité humaine et sa quête incessante et nécessaire de compréhension de l'univers. Ce sont les efforts continus des scientifiques au sein du partenariat entre le CNRS, l'INFN et le NICEF notamment, qui sont récompensés. Leur persévérance a porté son fruit, la détection de cette étonnante particule fantôme, messagère cosmique, d'une énergie extraordinaire, première dans sa catégorie et de loin. En ma qualité de représentante, après Monsieur le ministre qui est bien sûr parti pour d'autres obligations, donc ce soir, représentant du ministère chargé de la recherche, vous ne serez pas surpris que mon hommage se tourne d'abord vers les 360 femmes et hommes de science, de technologie et d'innovation qui ont œuvré pour rendre cette découverte possible, la vérifier et la comprendre, ou du moins en comprendre certains aspects majeurs. Je tiens à souligner le rôle clé de la communauté française et l'action pivot du CNRS avec les universités associées dans cette collaboration scientifique. Pour ceux qui me connaissent un peu plus et qui connaissent l'action française en faveur des grandes infrastructures de recherche, vous ne serez pas surpris que je rappelle que l'observatoire géant KM3Net, dédié à la physique des neutrinos, avec ses 2 sites, l'un italien et l'autre français, est une infrastructure de recherche sous-marine qui, depuis 2016, est inscrite dans la feuille de route nationale des infrastructures de recherche. Ce label remonte à bien plus loin, KM3Net ayant pris la suite d'Antares, qui figurait déjà sur la première édition de 2008, avec au passage, bien sûr, une reconnaissance européenne très importante, concrétisée par une inscription de l'infrastructure sur la feuille de route de l'ESFRI. Alors, il me semble important de rappeler le rôle des infrastructures dans la recherche et l'innovation, rôle qui n'a cessé de croître au fil des années au service de la recherche d'excellence dans ces domaines aussi divers que la physique nucléaire et des hautes énergies, les sciences de la matière, l'astronomie, le calcul à haute performance, l'observation de l'environnement, la climatologie, la biologie et la santé, et ne les oublions pas, les sciences humaines et sociales. Ces indispensables vecteurs d'excellence, de talent et d'innovation catalysent la compétitivité et accroissent l'attractivité et le rayonnement international de la recherche française via une réciprocité entretenue entre science et innovation. Elles stimulent et drainent des collaborations exceptionnelles, la preuve ce soir, et sont garantes de l'ouverture scientifique des domaines concernés. Leur impact sur la société est significatif. Porteuses d'images, de prestige scientifique, les infrastructures sont appréciées comme étant la colonne vertébrale de la recherche pour les communautés, toutes les communautés pratiquement, et comme un puissant carrefour donc d'excellence, de talent, et qui ouvre la voie de l'interdisciplinarité. Alors, dans votre domaine, dans le domaine de la physique nucléaire des hautes énergies, les recherches nécessitent la mise en œuvre de recherches d'infrastructures de grande ampleur, construites et exploitées par des collaborations internationales durant plusieurs années et voire des décennies. On parle ce jour d'une infrastructure dont le volume approche le kilomètre cube et qui a près de 20 ans d'histoire, si j'ai bien compris. Donc, elles sont nécessaires pour conduire la puissance de la pensée scientifique au-delà des prédictions théoriques en les validant par l'observation et la mesure. Alors, j'insiste sur la longévité de ces infrastructures, leur coût, la nécessité de les porter et de les maintenir au plus haut niveau. Donc, ce sont des particularités dont il est important d'apprécier régulièrement la valeur.
en termes de réflexion stratégique. Et c'est pourquoi nous déroulons régulièrement une feuille de route nationale pour justement afficher cette analyse thématique et transversale. Alors c'est un guide qui trace clairement la vision nationale des infrastructures essentielles avec des objectifs communs ambitieux pour assurer que les efforts de tous sont alignés avec les défis et les enjeux actuels et futurs. Cette feuille de route a déjà été renouvelée 4 fois. Nous venons de lancer l'exercice national de mise à jour. C'est un processus collectif, itératif, de presque 2 ans. C'est très sérieux. Avec un objectif donc, pour la prochaine de publication en 2026. Alors, je voudrais préciser que la labellisation 2026 s'attachera aux efforts mis en œuvre pour les infrastructures en vertu des grands enjeux transversaux, comme celui du développement durable, questionnant aussi bien l'aspect environnemental que celui de l'impact socio-économique. Et bien sûr, en cette semaine nationale et internationale phare pour l'IA, je ne résiste pas à dévoiler que l'impact et la mobilisation de l'intelligence artificielle figurent aussi parmi les questions qui seront posées aux infrastructures candidates. Voilà, alors pour conclure, j'aimerais quand même revenir à la découverte exceptionnelle du neutrino cosmique le plus énergétique jamais détecté. C'est une avancée significative, prélude à d'autres avancées, un pas de géant de franchi, résultant de ce travail collectif qui démontre, et Monsieur le ministre l'a déjà dit, que les multiples efforts combinés pour soutenir les infrastructures sont vraiment nécessaires. Donc, on a bien compris que KM3Net s'appuie sur des contributions financières de multiples partenaires de la triple hélice, les collectivités territoriales, l'enseignement supérieur et la recherche, ainsi que l'industrie. Et ce mariage exceptionnel de soutien et compétences est incontournable à bien des égards. Par exemple, pour le site français Orca de KM3Net au large de Toulon, on a bien vu l'implantation de ces modules optiques nécessite la mise en œuvre de technologies de pointe spécifiques au milieu marin, offrant en plus cette interdisciplinarité incroyable pour l'étude des systèmes complexes terre-océan. Alors pour vraiment finir, je dois rappeler que quand la construction sera terminée en 2028 d'Orca, elle sera la première expérience sur le territoire français à mesurer la hiérarchie de masse des neutrinos et elle pourra être celle qui fera la prochaine grande découverte. Donc pour revenir sur le petit idiome du début et conclure sur une chose plus positive, il y en a un autre qui est très international et qui dit « qui cherche, trouve ». Eh bien, c'est tout ce que je souhaite à KM3Net. Seek and you shall find. Je félicite et remercie toutes les personnes, tous les acteurs qui ont rendu et continueront de rendre possible l'histoire de KM3Net et qui n'ont sans cessé de renforcer son excellence sur le long terme. Voilà. Donc oui, bonsoir encore une fois, ou bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc on m'a déjà présenté. Je suis effectivement professeur à l'université Paris-Cité et j'ai l'honneur de présider l'Assemblée des instituts, 68 instituts, qui composent la collaboration KM3Net à travers 21 pays. Donc c'est éminemment un effort international. Mais dans cette introduction nationale, je vais évidemment parler de l'effort de la contribution française dans le domaine de l'astronomie des neutrinos. Donc je vais vous faire un petit rappel sur la détection des neutrinos. En fait, les neutrinos ne se détectent qu'à travers leur interaction. Et lorsqu'ils ont le bon goût d'interagir proche du détecteur, ils vont produire des particules chargées, ici un muon ou un électron. Et ces particules chargées, relativistes dans le milieu, vont pouvoir induire une lumière très ténue, une lueur, dans le domaine visible que nos capteurs vont détecter. Et donc, vous l'avez compris, les télescopes à neutrinos sont en fait des espèces de grilles tridimensionnelles sur lesquelles sont harnachés des photodétecteurs, des photocapteurs très sensibles. Et c'est en fait Lilian Martin et Valentin Pestel qui vont vous présenter tout à l'heure comment est-ce que, une fois ces informations recueillies, on peut trouver la trajectoire et l'énergie des particules incidentes.
Alors, le problème, c'est que des particules chargées, il y en a beaucoup qui arrivent au détecteur, et notamment ce qu'on appelle les muons atmosphériques. Sont les muons qui sont créés dans l'atmosphère au-dessus du détecteur. Ils sont créés par l'interaction de ce qu'on appelle improprement les rayons cosmiques, mais qui sont en fait des noyaux d'atomes qui viennent bombarder l'atmosphère. Et comme ces noyaux d'atomes sont chargés, ils sont défléchis par les champs magnétiques et on ne peut pas connaître leur direction d'arrivée, contrairement aux neutrinos qui, vous l'avez compris, sont électriquement neutres et donc voyagent en ligne droite et peuvent nous révéler, d'une part, la source des rayons cosmiques puisqu'ils sont produits par des phénomènes qui les mettent en commun, et d'autre part, un certain nombre de sources astrophysiques. Et ça, c'est Damien Dornick qui va vous en parler, il va vous donner une petite liste de sources astrophysiques potentielles. Alors, il reste que pour se protéger de ces muons atmosphériques qui viennent dans le détecteur, eh bien, en fait, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est plutôt de se concentrer sur les sources de lumière lumineuse qui sont remontantes et qui viennent des particules qui ont traversé toute la Terre. Seuls les neutrinos peuvent traverser toute la Terre, les muons ne peuvent pas. Et c'est pour ça qu'en fait, les télescopes à neutrinos sont davantage sensibles au ciel qui est à l'opposé de la Terre, aux antipodes. Alors, il reste aussi que les neutrinos qui sont créés dans l'atmosphère par l'interaction de ces fameux rayons cosmiques peuvent, eux, bien sûr, traverser la Terre. Mais Véronique Von Elevik va vous expliquer pourquoi étudier les neutrinos atmosphériques très en détail permet d'ouvrir des perspectives et peut-être de répondre à des questions clés en physique des particules. Alors, vous l'avez dit, il s'agit d'un effort de très longue haleine. En fait, ce que je vous ai présenté ici, ce sont les idées. Elles datent essentiellement des années 60. Et avant de construire le premier télescope sous-marin à neutrinos en mer Méditerranée qui ait fonctionné, Antares, il s'est passé pas mal de temps puisqu'Antares a été construit pendant les années 2000. Donc ça veut dire que les neutrinos, c'est avant tout une histoire de patience et de passion, bien entendu. Ce télescope Antares, c'est un petit télescope. Pourtant, il a 500 mètres de haut et à peu près 200 mètres de diamètre. Il a été conçu initialement sous l'impulsion du CNRS et du CEA avant de devenir une collaboration internationale. Et donc, il a fonctionné pendant plus de 15 ans pour recueillir des données et développer un certain nombre d'outils. Il a produit de nombreux résultats scientifiques, mais n'a pas vu de neutrinos aussi spectaculaires que celui dont on parle aujourd'hui, puisqu'il a permis de faire une centaine de publications dans des journaux à comité de revue de lecture. Et puis également, et c'est très important de le souligner, plus d'une centaine de thèses. Et les doctorants qui ont participé en France et à l'étranger à cet effort sont indispensables pour mener nos recherches. Alors, il a également servi de plateforme pour tester la technologie du détecteur de nouvelle génération, KM3net. Et vous voyez sur cette image, en fait, qui sont des photos qui ont été prises au moment du démantèlement d'Antares en juin 2022, qu'on avait effectivement installé le module optique de KM3net dans sa première version avec ses 31 petits yeux ultra sensibles, tandis qu'Antares avait des yeux plus gros, un œil unique par sphère. En fait, ça nous permet d'avoir une meilleure précision et une meilleure efficacité de détection. Alors, les efforts français, je vais y venir. Le détecteur, vous savez, il est installé sur 2 sites en mer Méditerranée. Donc, à une encablure d'Antares, vous trouvez ce détecteur qui a été appelé Orca, qui aura 115 lignes de détection au total. Et puis, au sud de la Sicile, vous trouvez Arca, qui est en vedette aujourd'hui, puisqu'il a vu l'événement de très haute énergie, avec un volume total de 1 km3, donc une gigatonne d'eau instrumentée, et 230 lignes au total. Donc la collaboration des équipes françaises a été très importante au sein de KM3net, et vous voyez effectivement sur cette carte les laboratoires qui sont des unités mixtes de recherche qui ont participé, donc des unités mixtes du CNRS, nucléaire et particules, et aussi d'universités et d'écoles, bien sûr, à Paris, à Strasbourg, à Caen, à Nantes, plus récemment à Montpellier, et puis bien évidemment à Marseille, qui est tout proche du détecteur, avec le laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée. Il y a également des instituts
du CNRS Terre-Univers qui ont contribué et qui sont représentés ici dans une couleur un peu différente. Donc vous voyez les synergies dont il a été question et qui semblent être importantes pour les feuilles de route. Donc je le souligne. Puis vous voyez également ce point orange qui montre le centre de calcul de l'IN2P3 qui en fait est ouvert à toute la collaboration et qui nous permet de filtrer les événements, de les sélectionner, d'appliquer des algorithmes qui nous permettent de reconstruire les trajectoires et d'estimer les énergies. Et donc finalement d'en arriver à ce dont on parle aujourd'hui, qui est cet événement qui est en réalité du jamais vu, puisqu'il s'agit du neutrino le plus énergétique jamais observé jusqu'à ce jour. Et il nous apparaît très convaincant qu'une telle énergie, avec un tel angle d'inclinaison par rapport au détecteur, ne peut venir que du cosmos. Et donc je vais laisser la parole à mes collègues pour vous en parler davantage. Merci beaucoup. Merci Antoine, merci. Bonsoir à tous. Je crois qu'on peut dire bonsoir maintenant quasiment. Donc je suis Lydian Martin, je viens du laboratoire Subatec à Nantes où je suis chercheur. Je vais brièvement vous parler de la reconstruction de la trajectoire de cette particule et puis aborder un petit peu l'étalonnage du détecteur. Alors je vais commencer par revenir à l'animation sur laquelle Antoine a terminé, qui est sur la figure à gauche. Donc la trajectoire de la particule est matérialisée par cette ligne bleue que vous voyez dans le détecteur. Et puis le long de cette trajectoire, la lumière est produite. C'est cette espèce de cône bleu ou cette espèce de vague là qui est représentée sur la même figure. Donc tout le long de la trajectoire, cette lumière est produite et puis elle se propage dans notre détecteur pour atteindre les modules optiques où elle sera enregistrée et horodatée, ce qui est une des choses importantes. Donc, on connaît bien le mécanisme de production de cette lumière, donc la lumière dite Cherenkov. Cette connaissance, ça nous permet de modéliser à n'importe quel point de notre détecteur le temps de passage de la lumière en fonction des caractéristiques de la trajectoire, son angle par exemple, sa direction. Et donc c'est en cherchant le maximum de similitudes entre les temps enregistrés réellement dans nos modules optiques et puis les temps prédits pour les trajectoires que l'on détermine la trajectoire la plus vraisemblable parmi un catalogue de trajectoires que l'on a modélisées. Voilà, donc c'est comme ça qu'on détermine dans quelle direction est venue la particule. Alors la qualité de cette reconstruction, elle peut s'apprécier sur la figure de droite, qui a déjà été montrée. Je rappelle un peu ce que c'est. En fait, c'est les distributions pour 3 familles de distance à la trajectoire de la particule, des temps qui sont mesurés, enfin des différences de temps, pardon, entre les temps réellement enregistrés dans nos modules et puis des temps prédits pour la trajectoire que l'on a retenue. Alors, on peut remarquer 2 choses importantes. La première, c'est que les temps mis en jeu, là, sont extrêmement petits. L'échelle des temps sur l'axe X, c'est des nanosecondes. On parle de milliardièmes donc de secondes, et puis on voit que les distributions, les points s'accumulent autour de 0 avec des valeurs qui sont relativement petites. On a des différences qui sont de l'ordre de la nanoseconde. Le second point qui est important à retenir aussi là-dessus, c'est que les 3 courbes se ressemblent beaucoup. On a quasiment la même chose, et ça montre que la qualité de la reconstruction de notre trajectoire, elle est la même, elle est même à des distances relativement éloignées de la trajectoire. Donc ce résultat qui montre que l'instrument est relativement précis, ça requiert évidemment que l'instrument, le détecteur est fonctionnel et qu'on maîtrise en plus finement ses caractéristiques. Alors parmi ces caractéristiques, qu'on peut appeler aussi défauts, qui nécessitent donc ce qu'on appelle la phase d'étalonnage, ça va être des petits écarts intrinsèques entre 2 photomultiplicateurs d'un même module, ou ça va être des écarts en temps entre 2 modules d'une même ligne, ou entre 2 lignes différentes. Donc ces écarts qui peuvent être modestes, ils deviennent significatifs lorsqu'on veut atteindre la précision de reconstruction que l'on cherche à obtenir et que l'on a obtenue. Une autre des caractéristiques fortes de notre détecteur, ça tient au milieu dans lequel il est installé, et la façon dont il est installé, c'est ce qui est un petit peu schématisé sur le schéma en bas à gauche. En fait, on a des lignes verticales équipées de modules optiques, et ces modules optiques, ils ne sont pas installés sur des structures rigides. Donc ils vont bouger, ils vont être soumis au courant marin, et donc se déplacer de façon quasiment continue. Voilà, donc, et il n'est pas rare, par exemple, sur le site italien, d'observer des déplacements de plusieurs mètres, d'une dizaine de mètres, voire d'une vingtaine de mètres, pour les modules des étages supérieurs des lignes. Donc, ces distances-là, une dizaine de mètres, ça va se traduire
en termes de retard par quelques dizaines de nanosecondes, donc des valeurs bien supérieures à la précision que l'on cherche à obtenir. Donc il est important de mesurer avec précision la position de ces modules en permanence. Et pour ça, on utilise des systèmes un peu auxiliaires, mais qui sont performants, qui sont divers ordres, pardon. Ce sont des systèmes qui s'appuient sur des capteurs qui sont intégrés directement dans les modules. Ce sont par exemple des accéléromètres ou des magnétomètres qui vont nous permettre de nous renseigner sur l'orientation du module dans l'eau. Et puis ce sont également des récepteurs acoustiques. Donc on a installé des microphones dans chacun de ces modules. Et ces microphones enregistrent en permanence les signaux d'émetteurs acoustiques que l'on a positionnés sur le plancher sous-marin. On enregistre en permanence ces signaux. On connaît les temps d'émission de ces signaux, on a déduit des temps de propagation des signaux acoustiques et on en déduit de là les positions de nos modules. Voilà. Donc vous avez sur la figure de droite un exemple d'un de ces instruments d'étalonnage qui a été récemment déployé sur le site d'Orca. Donc cet instrument contient un émetteur acoustique et puis un émetteur optique. À la fin de la phase d'étalonnage, on est capable de mesurer avec des précisions de l'ordre de la dizaine de centimètres la position de nos modules dans l'eau. Et puis les temps caractéristiques, les précisions en temps caractéristiques qu'on peut attendre sont de l'ordre du dixième de nanoseconde. Donc on a des précisions qui sont atteintes qui sont relativement bonnes. Donc ça donne de la qualité à la trajectoire qui est reconstruite. La trajectoire en question, donc elle a déjà été évoquée, elle est un peu schématisée sur cette diapositive. On a affaire à un neutrino qui arrive de l'ouest avec une inclinaison relativement faible. On peut grossièrement dire que finalement le neutrino a plongé dans la mer à proximité de Malte et puis a traversé une partie du volume d'eau de la matière pour produire un signal lumineux 140 km plus loin dans le dispositif italien. Voilà. Si on combine cette direction au temps où l'observation a eu lieu, on peut calculer une direction dans le ciel. C'est ce qui est représenté sur la figure en haut à droite que vous avez déjà vu. La direction, elle est représentée par cette étoile. Et puis, on a associé à cette position un certain nombre de cercles de confiance qui sont représentatifs de la précision actuelle que l'on a sur cette position. Donc, cette précision, elle est relativement modeste. Pour l'instant, on l'a déjà évoqué. En fait, elle est due essentiellement à l'erreur que l'on a sur l'orientation absolue de notre détecteur au fond de la mer. Voilà, donc la précision nominale, on l'atteindra lorsque un système acoustique distant et conçu à cet usage sera déployé sur Arca. Et à ce moment-là, on aura une précision bien meilleure. En gros, les cercles que vous pouvez voir sur cette figure seront contenus dans le symbole de l'étoile qui actuellement représente la direction. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Valentin qui, lui, va vous parler de l'estimation d'énergie, qui est aussi une des grandeurs importantes qui caractérisent cet événement. Merci. Bonsoir, donc je m'appelle Valentin Pestel, je suis chercheur au laboratoire de physique corpusculaire de Caen. On va parler de la mesure de l'énergie, mais je vais d'abord reprendre là où Lilian nous a laissé. Il nous montrait tout à l'heure une vue du ciel de la trajectoire de ce neutrino. On peut regarder ici une vue de coupe qui nous permet de voir la quantité de matière qui a été traversée par la particule. La particule a commencé en haut à droite, en rentrant d'abord dans l'eau près de Malte. Elle a ensuite traversé une centaine de kilomètres dans la roche, avant de ressortir dans les eaux profondes à une trentaine de kilomètres du détecteur Arca. C'est cette grande quantité de matière qui nous permet d'affirmer que c'est un neutrino, comme Art le mentionnait tout à l'heure. Si on prend quelques points de repère, par exemple un muon de 100 PeV, ce qui serait déjà une énergie extrêmement haute pour un muon atmosphérique, il ne pourrait parcourir que 45 km dans l'eau et une distance inférieure à 20 km dans la roche. La seule particule que l'on connaît qui peut traverser cette quantité de matière, c'est le neutrino. Pour la même raison, cette question de la perte d'énergie du muon, on peut porter quelques hypothèses sur le point d'interaction de ce neutrino. Il a forcément interagi relativement proche du détecteur, quelques kilomètres, quelques dizaines maximum, sinon il aurait perdu beaucoup trop d'énergie par rapport à l'observation qu'on a observée. Donc maintenant, une fois qu'il y a eu cette interaction du neutrino, il y a un muon qui est produit. Il va traverser, parcourir l'eau à une vitesse proche de celle de la vitesse de la lumière et perdre progressivement son énergie. Ces pertes d'énergie, elles vont se faire principalement à ces énergies à travers des dépôts ponctuels. La particule va aléatoirement perdre une quantité d'énergie. C'est ce qui est représenté sur cette trace ici avec des cercles qui sont plus ou moins gros en fonction de l'intensité des dépôts d'énergie.
À chacun de ces dépôts d'énergie, une gerbe de particules va être créée, et cette gerbe de particules va elle-même générer un cône de lumière Cherenkov et un flash de lumière Cherenkov. Ça va se répercuter sur la lumière qui se propage, et c'est ce que j'ai représenté ici avec des zones plus ou moins lumineuses du cône de lumière en fonction de l'énergie déposée au moment de sa production. Cette particule, elle est issue de la chaîne de simulation KM3Net, et je voudrais en parler rapidement, parce que c'est un outil qui est très important pour les physiciens. Les simulations, c'est ce qui nous permet la plupart du temps de bien comprendre la réponse de notre détecteur, et en ce sens, c'est un outil sur lequel des dizaines de physiciens ont contribué sur plusieurs décennies, depuis Antares et maintenant sur KM3Net. Et c'est exactement cet outil qu'on a utilisé pour la mesure de l'énergie. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la même particule qui se propage maintenant dans le détecteur. Au fur et à mesure que le cône de lumière traverse les lignes de détection, ici c'est une vue de haut, vous pouvez voir les différents modules s'allumer. Vous avez un compteur en bas qui vous montre le nombre de photomultiplicateurs, de ces capteurs de lumière qui se retrouvent allumés par l'événement. Et ici, pour une centaine de PeV pour le muon, on avait à peu près 3800 capteurs de lumière de toucher. On va simuler une autre particule de 100 PeV. Et ici, comme les dépôts sont aléatoires, on va avoir moins d'énergie déposée et on va finir avec un nombre de photomultiplicateurs plus faible. Maintenant, on peut faire le même type d'expérience avec une particule de 10 PeV, et l'énergie étant plus faible, on va avoir moins de lumière et on s'attend à un nombre de photomultiplicateurs plus faible aussi. Bon, maintenant, on a cet exemple, mais on voit que pour une énergie 10 fois plus faible, on a seulement 2 fois moins de capteurs de lumière d'allumés. Donc pour bien comprendre ce lien entre le nombre de capteurs de lumière allumés et l'énergie de la particule en voie d'entrée, on va faire beaucoup de simulations. Et c'est ce qui est représenté ici. Ces grands nombres de simulations, ça va nous permettre de peupler ce qu'on appelle des distributions statistiques, ce que vous voyez en bas, en jaune pour une particule de 10 PeV, en rouge pour une particule de 100 PeV. Et ces distributions, elles vont nous permettre de répondre à des questions comme, par exemple, quelle est la probabilité qu'une particule de 100 PeV vienne allumer 4000 capteurs de lumière dans notre détecteur? C'est un exercice qu'on a conduit pour un très grand nombre d'énergies différentes, avec des millions de particules, et ça nous a permis, par exemple, de produire ces distributions ici qui illustrent le cas pour 10, 100 et 1000 PeV. La barre verticale en pointillé que vous voyez, elle représente ce qu'on a observé pour l'événement qu'on présente aujourd'hui, à savoir 3672 photomultiplicateurs, ce qui correspond à une énergie la plus vraisemblable de 120 pétaélectronvolts. Maintenant qu'on a l'énergie du muon, on peut s'intéresser à l'énergie du neutrino. Comme on disait avant, le neutrino il interagit plus tôt, la particule a parcouru de la distance dans la mer, donc on s'attend à ce que cette énergie soit forcément supérieure à celle du muon. On estime cette énergie ici à 220 PeV, avec une incertitude qui va à peu près de 120 à peu près 800 PeV. Ça peut paraître assez grand comme incertitude, et ça s'explique principalement par notre méconnaissance du point d'interaction exact de la particule. Maintenant, j'ai parlé de ces PeV, de ces pétaélectronvolts. Ce n'est pas forcément une unité qui est facile à se représenter, donc pour finir, je voudrais donner quelques points de comparaison. Un électronvolt, c'est l'énergie typique d'un photon de lumière, les grains de lumière qui vous permettent de me voir maintenant. Un électronvolt, c'est 100 millions de milliards de fois inférieur à l'énergie du neutrino qui a été détecté ici. Si maintenant on s'intéresse à la radioactivité naturelle, à ce qui se passe dans les réacteurs nucléaires, on va trouver des particules qui vont pouvoir atteindre la dizaine de méga-électronvolts. Et bien ici, on va encore être 10 milliards de fois en dessous de l'énergie de la particule qui a été mesurée. Enfin, ça a déjà été mentionné, mais si on se tourne vers le LHC, l'accélérateur de particules le plus puissant disponible sur Terre, on atteint des énergies impressionnantes de l'ordre de la dizaine de TeV, mais ici encore, on est 10 000 fois en dessous de l'énergie de la particule qui a été mesurée. Enfin, je vais finir par mentionner le précédent record, entre guillemets, qui est un neutrino de 6 PeV détecté par la collaboration IceCube au pôle sud et qui se situe à une énergie de 30 fois inférieure. C'est donc effectivement le neutrino le plus énergétique jamais détecté, et c'est pour cette raison que son origine va autant nous intéresser. Et pour en dire plus à ce sujet, je vais laisser la parole à Damien Dornick. Je vous remercie. Bonsoir, donc je m'appelle Damien Dornick, donc je suis chercheur au CNRS, au Centre de physique des particules de Marseille, et je suis actuellement porte-parole adjoint de la collaboration KM3Net, et je vais vous parler de l'origine astrophysique de ces événements. Donc nous l'avons vu, ce neutrino est extrêmement énergétique. Ça veut dire que ces neutrinos sont produits lors de l'interaction de rayons cosmiques primaires avec une énergie qui est environ 20 fois plus élevée. Donc on est dans le domaine de l'exaélectronvolt. Et à ces énergies, seules les sources les plus puissantes de l'univers sont capables d'accélérer et de produire ces neutrinos. Donc dans la suite, nous avons étudié deux types d'origine. Soit ces neutrinos sont produits à l'intérieur de sources astrophysiques, soit lors de la propagation de ces rayons cosmiques dans le milieu interstellaire. Donc pour rechercher une source, ce qu'on fait, c'est on va rechercher une source dans les catalogues astrophysiques à différentes longueurs d'onde, des radios X, gamma,
où toutes les sources détectées jusqu'à présent sont répertoriées. Et là, par exemple, ici, vous avez une carte du ciel vue par l'instrument Fermi à haute énergie. Et le disque que vous voyez, c'est le plan de notre galaxie, où à l'heure actuelle, c'est le ciel le plus brillant à haute énergie. Et notre événement est représenté par les deux petits cercles, donc avec différents niveaux de confiance, en bas à droite. Donc, la première chose qu'on cherche à voir, c'est est-ce que c'est une source qui est dans notre galaxie? Donc, c'est ce qu'on a regardé. Et ici, en haut, vous voyez un zoom de cette région. Et chaque petit point représente une des sources qu'on a regardées, que ce soit des restes de supernova, des microquasars, des pulsars, ce genre de choses. Et on n'a pas trouvé de source convaincante dans la boîte d'erreur. Et en plus, avec le bilan énergétique, on sait que c'est très peu probable que cette source vienne de notre galaxie. Donc elle vient forcément de plus loin, et d'un événement encore plus cataclysmique. Et ce qu'on a regardé, c'est ici, vous avez un zoom, les deux cercles représentent les deux cercles qui sont à l'extérieur. On a regardé des sources qui sont à l'extérieur de notre galaxie, et en particulier des noyaux actifs de galaxies, où on a vu une douzaine de candidats qui pourraient être des sources très intéressantes. Donc, juste pour vous rappeler ce qu'est un noyau actif de galaxies, donc c'est les sources les plus puissantes de l'univers. Elles sont associées à l'activité d'un trou noir supermassif qui a typiquement une masse de l'ordre du million, voire du milliard de fois la masse de notre Soleil. Donc, on parle de monstres cosmiques. Et ces sources, on sait qu'elles sont capables d'accélérer des rayons cosmiques jusqu'à ultra haute énergie et ainsi des neutrinos dans ces jets de matière. Et ici, si vous regardez la carte en haut à gauche, à droite, vous voyez justement un de ces jets observés par interférométrie radio. Et donc ces quelques candidats, ces douzaines de candidats sont très intéressants, mais il nous manque encore des données pour pouvoir confirmer et pour pouvoir décider lequel est une source potentielle. La deuxième origine possible, c'est ces neutrinos cosmogéniques. Donc ces neutrinos cosmogéniques, c'est lorsque un rayon cosmique, qui peut être produit dans ces mêmes sources, lors de son trajet dans le milieu interstellaire, peut interagir avec des photons du fond diffus cosmologique et créer ces neutrinos d'ultra haute énergie. Et dans ce cas-là, on s'attend plutôt à une distribution qui est complètement isotrope, parce que quand les rayons cosmiques viennent de n'importe quelle direction, qui sont défléchis par le champ magnétique, malheureusement, on a détecté un seul neutrino. Donc avec un seul neutrino, à l'heure actuelle, c'est difficile de trancher. Donc on se base uniquement sur le bilan en énergie et sur le flux. Et ce on peut montrer, c'est que les prédictions des modèles de neutrinos cosmogéniques sont en accord. Donc ça pourrait être une hypothèse encore très valide. Donc juste pour conclure cette brève présentation, un résumé de ce qu'on sait sur l'événement. Donc c'est la première fois qu'on a détecté un neutrino d'ultra haute énergie, environ 30 fois plus énergétique que le record précédent. Ça nous permet d'explorer l'univers dans un domaine d'énergie largement inconnu. À l'heure actuelle, il y a plusieurs origines qui sont à l'étude, que ce soit ces noyaux actifs de galaxies ou ces neutrinos cosmogéniques, mais il y a aussi des théories au-delà du modèle standard qui impliquent de la matière noire, ce genre de choses. Donc nous avons publié, en plus du papier nature, plusieurs papiers compagnons qui sont disponibles sur notre site web et qui seront publics complètement à partir de cette nuit. Et on sait qu'il nous faudra plus de données expérimentales, des modèles théoriques plus complets seront nécessaires. Et comme vous a montré Lilian, on a besoin d'un meilleur étalonnage du détecteur pour pouvoir réduire la boîte d'erreur. Et au lieu de chercher dans 3 degrés, et on a une dizaine de sources, si on recherche dans 0,1 degré, le nombre de sources va réduire et on pourra éventuellement identifier une seule. Et ce résultat exceptionnel illustre le fait que KM3Net fonctionne vraiment parfaitement. On a bâti un détecteur qui fonctionne même mieux que ce qu'on pensait à l'origine et qui nous promet des résultats qui vont être très importants dans différents domaines scientifiques. Et donc je vais vous passer la parole pour le tout dernier talk, promis, sur qu'est-ce qu'on va faire dans la suite. Parce qu'on a fait la première découverte, mais on espère en faire beaucoup d'autres dans le futur. Donc moi, je m'appelle Véronique Vannet-Levec, je suis maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité et je travaille au laboratoire astroparticules et cosmologie. Et en effet, je vais prendre un petit peu de recul dans cette dernière présentation par rapport à l'événement dont on vous a déjà beaucoup parlé pour vous montrer quelques perspectives scientifiques un petit peu plus globales sur KM3Net pour les années à venir.
Donc évidemment, la construction du détecteur, elle est toujours en cours, et on en est aujourd'hui à 24 lignes qui sont déployées sur le site d'Orca, au large de Toulon, et 33 lignes sur le site d'Arca, au large de la Sicile. Et comme on vous l'a déjà dit, donc la complétion de ces 2 détecteurs est prévue pour la fin de la décennie, vers 2030. Et les équipes françaises sont très impliquées à la fois dans la construction et dans l'intégration de tous les éléments du détecteur, en particulier sur le site Orca. Donc vous voyez ici une photo du premier nœud de connexion qui a été déployé sur les fonds marins. Donc les modules optiques, ils sont construits à Strasbourg et à Nantes. Ils sont ensuite envoyés à Caen pour être installés sur les lignes de détection. À ces lignes de détection, on rajoute des modules de base qui contiennent l'électronique de contrôle, qui sont fabriqués à Montpellier ou à Marseille. Et tous ces éléments, finalement, se retrouvent à Marseille pour être installés sur les structures de déploiement. Sans oublier aussi la ligne d'étalonnage dont mon collègue Lilian vous a déjà parlé et qui a été donc développée à Paris et à Marseille et déployée en fin d'année 2024. Alors un autre élément majeur qu'on va mettre en place sur notre détecteur et qui va être vraiment très utile pour l'astronomie multimessager, c'est un système d'alerte basé sur une analyse en temps réel des événements qu'on va détecter dans KM3net. Et ça permettra en fait d'envoyer des alertes, donc d'avertir d'autres télescopes et d'autres observatoires au sol ou en orbite quand on aura détecté un événement neutrino particulièrement intéressant, avec un temps de latence, donc avec un délai temporel inférieur à la minute. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir vraiment améliorer le suivi et l'identification des sources astrophysiques transitoires et pour permettre à ces instruments de se repositionner rapidement pour aller observer la zone du ciel dans laquelle on aura détecté le neutrino. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on va rentrer pleinement dans l'ère de cette astronomie multimessagère où on pourra combiner les observations en neutrinos, en ondes gravitationnelles et en photons dans différentes gammes de longueurs d'onde. Alors après, KM3net détecte des neutrinos cosmiques, mais il détecte aussi beaucoup de neutrinos atmosphériques, donc ces neutrinos qui sont créés par les interactions des rayons cosmiques chargés dans l'atmosphère terrestre. Donc ils bombardent cette atmosphère en permanence en créant des gerbes de particules secondaires. Et ces neutrinos, alors leur énergie est typiquement des millions de fois plus faible que celle de l'événement dont on vous a parlé aujourd'hui, mais ils sont aussi des millions de milliards de fois plus abondants, donc on en voit quand même beaucoup. Et en fait, c'est aussi les seules particules, de par leur très faible probabilité d'interaction, qui sont capables de traverser la Terre de part en part. De plus, on sait maintenant que ces neutrinos se propagent comme des superpositions oscillantes de 3 saveurs différentes, qui sont le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrinoto. Et Orca, de par le fait c'est un détecteur qui est plus petit mais qui est aussi plus dense, il est particulièrement bien adapté pour la détection de ces neutrinos atmosphériques et pour l'étude de leurs oscillations. Et en fait, on a déjà pu observer un signal d'oscillation avec Orca dans sa configuration à 6 lignes, donc une des toutes premières configurations de détection qu'on avait, donc qui a été publiée assez récemment. Donc vous voyez ça sur la figure ici, qui montre en fait les événements qui ont été détectés de type neutrino muonique en fonction d'une combinaison de leur énergie et de la distance qu'ils ont parcourue dans la Terre. Et on voit en fait que cette distribution est compatible avec une atténuation qui coïncide avec la prédiction d'oscillation de ces neutrinos vers des neutrinos d'autres saveurs. Donc ça, c'est un premier pas pour permettre des études vraiment plus complètes sur la nature des neutrinos avec le détecteur Orca au complet avec ses 115 lignes. Et l'objectif principal d'Orca, en fait, ça va être d'établir l'ordre des masses des neutrinos, qui est une question encore ouverte à laquelle les autres expériences de neutrinos qu'elles n'ont pas pu trancher encore, entre l'ordre normal, où on s'attend à avoir 2 neutrinos légers et 1 neutrino lourd, et l'ordre inversé, où on aurait 2 neutrinos lourds et 1 neutrino léger. Et donc, au-delà de cette question de la hiérarchie des masses des neutrinos, Orca va aussi pouvoir rechercher des éventuels signaux de nouvelles physiques dans le secteur des neutrinos, donc par exemple des neutrinos stériles ou des interactions non standards, donc non conformes à ce qu'on attend dans le modèle standard des particules. Et enfin, comme les oscillations de neutrinos, en fait, elles dépendent aussi de la distribution de matière le long du chemin que parcourent les neutrinos, mais ça va aussi nous permettre de faire des études de tomographie des couches très internes de la Terre. Et ces études de tomographie terrestre avec les neutrinos, en fait, c'est un exemple des nombreuses synergies que KM3net développe et a pu développer avec les sciences de la Terre et de la mer. En particulier, donc KM3net, c'est un observatoire, un télescope à neutrinos, mais c'est aussi vraiment un observatoire des abysses. Et le site d'Orca, en particulier, a vraiment la vocation à développer une plateforme multidisciplinaire et multisenseur
dans le cadre du laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée. Et ce site, tout comme le site d'Arca d'ailleurs, est aussi un des nœuds du réseau européen d'observatoires sous-marins pour l'environnement, EMSO, donc un réseau très important en Europe. Et donc là, l'ambition de cette plateforme, ça va vraiment être d'essayer de récolter des données en temps réel et sur toute la durée de vie de l'expérience, de paramètres, donc des données multiparamètres sur les abysses méditerranéennes. Donc on peut citer évidemment les modules optiques de Chemtranet vont servir à détecter la bioluminescence qui est émise par les petits organismes marins qui vivent dans les abysses. Et on a mentionné aussi la ligne d'étalonnage qui nous permet de faire une surveillance des paramètres environnementaux comme la température, la salinité, les courants marins. Mais en fait, il y aura toute une série d'autres instruments qui vont aussi être déployés sur le même site en collaboration avec le CNRS Terre et Univers et qui vont permettre vraiment des études très poussées en géosciences marines, en océanographie, en bioacoustique et, comme on l'a déjà mentionné aussi, l'exploration des fonds avec le petit robot Batibot qui va aller se balader sur le fond de la mer. Voilà, donc on a un programme scientifique vraiment très, très riche et très varié. Et on espère du coup vous donner rendez-vous dans quelques années pour d'autres découvertes tout aussi passionnantes que celles qu'on vous a présentées aujourd'hui. Merci beaucoup. Je redonne la parole à mon collègue Damien pour les remerciements. Donc, je voudrais en profiter tant qu'on est là pour remercier toutes nos tutelles pour leur soutien sans faille ces dernières années. On espère que dans le futur, ça va même s'accélérer encore plus. Vous avez vu, on a de grandes expectations. Attentes. Voilà. On sait qu'on a un magnifique détecteur qui marche du feu de Dieu, et on sait que maintenant il faut le finir et aller le plus rapidement possible. Donc un grand merci à tout le monde pour leur soutien, en particulier aussi sur tous nos laboratoires qui sont là au quotidien. Je remercie bien entendu tous les membres de la collaboration. À l'heure actuelle, on est 360, et sur cet événement, il y a plusieurs centaines de personnes qui ont travaillé d'arrache-pied l'année dernière pour pouvoir sortir ce résultat. Je pense que c'est quelque chose qui a vraiment soudé la collaboration et qui a permis de faire un bond en avant. Et pour finir, je voudrais remercier deux personnes en particulier qui ont vraiment œuvré pour que cet événement se fasse. C'est Emmanuel Julien, qui est juste derrière, qui a vraiment fait, et Magali Damoiseau, qui a aussi vraiment œuvré pour qu'aujourd'hui, on ait un événement, que la communication, que tout se fasse avec plus ou moins de réussite, mais on est arrivé. Donc je vais repasser la parole à Vincent pour qu'il conclue cette part. Donc ça conclut cet événement. Donc merci à tous les collaborateurs, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens de la collaboration Chemtranet. Merci encore à la com IN2P3 et la com CNRS, à toute la technique. Et puis merci à tous et à toutes pour votre présence ici dans cet auditorium, et également aux spectateurs sur YouTube. Et voilà, merci à tous et bonne soirée.